Tous les cinq, vous avez participé à ce sommet. Vous avez été en Inde, du coup, en amont du G20, le G20 qui s'est déroulé du coup début septembre. Donc, je vais d'abord t'interroger, toi, Elwin, du coup, Sériès, tu es ingénieur diplômé de Centrale Supélec du MIT et de Paris 1, et tu es actuellement chargé de mission stratégie environnementale au sein du leader européen de lanceurs spatiaux. Donc, comment se passe un sommet entre jeunes du G20 et quels ont été les thèmes abordés et la finalité de l'exercice? Bonsoir à tous, merci pour ta question, Clarisse. Oui, alors bon, déjà, c'est un beau format qui est le Y20. C'est un beau format pour faire des propositions un peu plus radicales que ce qui peut être fait en format G20. C'est un beau format puisque par rapport à un format à 7, donc en G7 ou en Y7, vous avez quand même autour de la table une plus grande diversité d'opinions, de pays, d'intérêts stratégiques. Et puis humainement aussi, je pense que tous les cinq, je pense que personne ne me contredira, c'était quand même quelque chose de très différent d'avoir 19 autres pays, plus les pays évidemment observateurs, les organisations internationales. Donc le format, déjà, ça fait une douzaine d'années qu'il existe et qui a continué sans discontinuer. C'est donc un groupe d'engagement officiel du G20, donc c'est-à-dire que ce n'est pas un exercice de simulation ou quoi que ce soit, mais c'est un vrai exercice de négociation diplomatique qui mène à un communiqué qui est ensuite remis officiellement à la présidence, en l'occurrence indienne cette année. Voilà, le recrutement, je pense que c'est important d'en parler un petit peu puisque c'est quand même ça qui va former ensuite l'agenda des différentes délégations. Alors c'est à la discrétion des différents pays hein, de recruter à leur bon vouloir. En l'occurrence, en France, le Quai d'Orsay délègue ça à l'Institut Open Diplomacy, qui est un think tank qui notamment pousse la parole des jeunes sur la scène internationale. Donc c'est 1 ou 2 jours de sélection en février, je le mentionne au cas où il y a dans l'audience des personnes intéressées de moins de 30 ans, alors c'est la seule contrainte, qui souhaitent y participer. Et ensuite, l'idée, c'est de rassembler une délégation qui forme une équipe cohérente avec des compétences un peu différentes. Voilà, vous avez des gens avec des compétences relations internationales, linguistiques, scientifiques dans l'équipe, et ça a été vraiment clé ensuite pour les négociations. Donc voilà pour le recrutement. Dans d'autres pays, c'est très différent. Ça peut être des désignations beaucoup plus politiques, beaucoup plus intéressées. En tout cas, ça se passe comme ça en France. Et donc la présidence suit celle du G20. Donc depuis que nous avons été sélectionnés en février, nous sommes en relation avec la délégation indienne, avec aussi les différentes délégations avec lesquelles on a au fur et à mesure commencé à construire des thèmes de réflexion communs. D'ailleurs, il y a 5 thèmes, hein. Donc, il y avait le climat cette année, évidemment, la santé, paix et sécurité, travail. Donc, ça, c'était le thème dont je me suis occupé, futur du travail et les questions économiques. Et ensuite, démocratie et gouvernance. Donc, sujet très important dans le cas de l'Inde spécifiquement. Je pense qu'on y reviendra plus tard. Et oui, bon, simplement pour conclure, donc le résultat final, c'est un communiqué que vous pouvez trouver en ligne. Je pense qu'on pourra vous le partager dans le chat éventuellement, et qui rassemble environ une centaine de propositions qui ont été faites sur tous ces thèmes-là et qui sont le fruit de consultations avec des experts, de consultations avec la société civile et de réflexions qu'on a pu avoir avec les 19 autres pays depuis février. Voilà. Merci beaucoup, Elwin, du coup, pour cette remise en contexte et pour toutes ces informations sur l'organisation OY20. Du coup, Mathilde, toi, tu as 26 ans et tu es chargée de mission politique de la ville au sein de l'établissement public territorial en Seine-Saint-Denis. Du coup, toi, tu es originaire de l'île de la Réunion et tu as été diplômée de l'école urbaine de Sciences Po. Du coup, est-ce que tu pourrais nous partager une situation ou un défi spécifique que tu as rencontré lors de ton expérience OY20 en lien du coup avec les particularités d'une présidence indienne? Oui, merci beaucoup pour la question. Du coup, pour peut-être une petite mise en contexte, moi j'ai travaillé sur la thématique santé.
Donc, il faut savoir que en amont du sommet, il y a quand même des négociations qui ont lieu en ligne pour pouvoir travailler en amont les sujets qu'on va porter, à la fois pour rencontrer les différentes délégations, les différents pays, pour commencer à comprendre les différentes positions que chacun va porter, et puis aussi défendre les notes pour pas que en soit on a, enfin qu'on pour pas qu'on arrive le jour du sommet complètement novice et mais donc ça c'est en théorie. En réalité, ça a été un petit peu plus compliqué en termes de rencontres régulières avec la présidence indienne. C'est vrai que ça avait été un souci, en tout cas, enfin particulièrement dans ma track, mais dans d'autres, de pouvoir faire des rencontres régulières en amont avec tout le monde pour pouvoir comprendre les positions de chacun. Mais donc néanmoins, ça avait été un travail en amont très intéressant parce que du coup, et ça c'est commun aux autres tracks, mais pour formuler les propositions, on a dû organiser des consultations avec différentes associations et notamment des experts pour en fait avoir des recommandations qui soient à la fois ancrées dans la réalité, mais aussi qu'on puisse nous faire des retours. Donc on a pas mal interrogé des jeunes de différentes associations. Donc moi j'ai pas mal porté la question des violences faites aux femmes ou encore l'accès aux protections menstruelles. Donc c'est des choses que par exemple j'ai interrogées avec la Maison des femmes de Saint-Denis. Donc en amont, ça avait été très intéressant de pouvoir échanger sur ces problématiques-là et sur si la façon dont je portais le sujet était pertinent ou pas. Et du coup, je dirais que un des défis qui a eu lieu durant les négociations, ça a été sur deux choses. À la fois sur la question de la thématique des droits des femmes, puisque ça a été difficile de porter le sujet à la fois en amont des négociations, mais aussi sur place, parce que c'était pas une priorité en fait de la présidence dans la thématique santé. Donc c'est vrai que j'ai dû beaucoup pousser avec d'autres délégations, comme la délégation italienne ou la délégation européenne, pour porter ce sujet-là. Étonnamment, en fait, il y a eu des difficultés en amont des négociations, mais le jour des négociations, j'ai été quand même été pas mal soutenue par la déléguée indienne sur la question des protections menstruelles, puisque en Inde, c'est quand même une problématique extrêmement importante. Donc, en fait, il y a un peu des contradictions où il y a eu des difficultés en amont à porter le sujet. Sur place, ça a été facilité par d'autres, en fait, je pense que ça a été facilité par le relationnel, et je pointe ça parce que du coup, je partageais ma chambre avec la déléguée indienne, et je pense que ça a beaucoup aidé dans les négociations à ce qu'elle soutienne des recommandations que je porte. Et donc là, je souligne un peu les petites choses qui font que des fois des négociations peuvent réussir ou pas réussir. Et juste le fait que, par exemple, je partageais ma chambre avec la déléguée indienne, ça a peut-être fait bouger certaines choses sur mes recommandations que je portais à ce niveau-là. Et aussi, un deuxième point qui était un peu étonnant, ou en tout cas sur lequel on a vachement discuté durant les négociations avec les différents pays, c'était la question notamment l'Inde voulait beaucoup porter les médecines traditionnelles dans les recommandations, et dans voulait vraiment, en tout cas, même la jeunesse indienne voulait beaucoup porter la question de la médecine traditionnelle auprès des différents dirigeants. La difficulté, c'était de savoir si c'était vraiment de leurs recommandations qui parlaient, ou si ça avait vachement été influencé par leur gouvernement aussi. C'est ça qui est un petit peu difficile à savoir, c'est que en fonction des délégations, on est plus ou moins relié à notre gouvernement. Et donc, voilà, du coup, donc, par rapport à ça, c'était assez étonnant parce que déjà, moi, j'étais très peu informée sur la question des médecines traditionnelles, donc ça m'a permis vachement de me renseigner. On peut le voir d'un point de vue. On peut voir le portage de cette idée-là d'un point de vue nationaliste, mais aussi, je trouve que ça a permis d'ouvrir la discussion sur des choses qui n'auraient pas été peut-être discutées dans des contextes beaucoup plus occidentaux, en fait. Par exemple, bon, j'ai eu l'occasion en amont du G20 de participer au G7 au Japon. Et là, c'était vraiment que des discussions beaucoup plus occidentales. Et malgré le fait qu'on puisse avoir des réticences sur ces questions de médecine traditionnelle, ou voir ça comme d'un point de vue nationaliste, je trouve que ça a permis vachement d'engager des discussions qui n'avaient jamais été engagées sur ce sujet-là, parce qu'en réalité, les médecines traditionnelles, c'est des choses qui existent dans les pays. En fait, c'est un fait. Et beaucoup de personnes l'utilisent. Et par exemple, même en France, hein, dans les Outre-mer, je parle d'où je viens, la médecine traditionnelle, c'est une forme de médecine qui est aussi utilisée.
Et du coup, j'ai trouvé que le fait que même si l'Inde poussait beaucoup sur ce sujet-là et que parfois c'était un peu trop poussé, on a quand même réussi à trouver un équilibre sur la façon dont on voulait en discuter. Et notamment, j'ai découvert que l'Organisation mondiale de la santé avait pour la première fois en août organisé un sommet sur la question des médecines traditionnelles. Donc, c'était pas non plus juste une question voilà, qui était portée juste par un pays pour des raisons nationalistes. Je pense que ça a des vrais enjeux sanitaires de façon globale. Et enfin voilà, du coup, voilà, je mets un peu de nuance un petit peu partout, mais c'était pour aussi montrer un peu la complexité sur la façon dont les enjeux étaient portés. Et aussi une remarque d'une déléguée mexicaine que j'avais trouvée pertinente, c'est qu'elle disait que quand l'Inde a pris la présidence de ce sommet, on n'aurait jamais pu parler de ces sujets-là dans d'autres contextes, et notamment dans des contextes plus occidentaux. Donc je trouvais ça intéressant quand même si c'était pas facile et qui poussait beaucoup, de pouvoir discuter de choses complètement nouvelles ou voire un peu différentes des nôtres, souvent nous d'un point de vue occidental. Donc voilà un petit peu, j'espère que j'ai un peu balayé tout et que c'était clair, mais voilà, je dirais un peu ces deux situations-là qui étaient un peu challengeantes sur ma thématique. Merci beaucoup Mathilde du coup pour ce retour. Je pense sur lesquels on pourra avoir quelques questions juste après. Donc bonsoir Arlo. Donc toi tu as 26 ans, du coup tu es fonctionnaire travaillant dans le domaine du réseau culturel français à l'étranger. Tu as été du coup aussi diplômé de l'INALCO, mais toi en langue russe et en relations internationales en 2019. Du coup, pour toi, ton expérience au Y20 a-t-elle élargi du coup ta vision de la scène internationale contemporaine et en particulier sur le rôle de l'Inde de Modi? Alors bonsoir à tous, merci de nous inviter, les forums France-Inde, ravi d'être ici. Oui, effectivement, donc j'ai fait l'INALCO en russe, licence master, et je suis un camarade de promotion pour l'anecdote d'Apinaya, donc on se connaît depuis longtemps et c'était très très sympa de se retrouver pour cette expérience vraiment enrichissante. Donc est-ce que cette expérience au Y20 a élargi ma vision de la scène internationale? Euh, Peut-être pas de la scène, mais je dirais notamment des mécanismes, en tout cas des relations internationales. Dans un premier temps, vraiment, ça a été déjà dit par Mathilde, mais je me suis rendu compte de l'importance de l'interpersonnel. C'est-à-dire que nos affinités ou non avec d'autres délégués, des homologues, peuvent vraiment avoir une influence sur notre capacité à dialoguer avec eux. Euh, mais on avait pu être formé en tout cas sur les différentes relations qu'on pouvait entretenir avec nos homologues et sur le fait justement de ne pas avoir d'amis, de ne pas avoir d'alliés, mais vraiment voilà, de travailler en coalition sur des thématiques bien précises. Et voilà, parce que évidemment, tous les pays et toutes les personnes de manière générale ont des agendas différents, ont des manières différentes de négocier. Voilà, donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Euh, je voulais aussi dire que sur l'aspect compréhension des relations internationales, on a pu se former, comme ça a été évoqué par Elwin, on a pu se former au contact d'experts, et je pense notamment à Christophe Jaffrelot, avec qui on avait pu discuter de la géopolitique de l'Inde ça avait été comment dire, ça avait été très enrichissant et ajouté notamment aux différentes consultations qu'on a pu faire dans nos tracks différents, donc les tracks et les domaines différents. Par exemple, moi j'avais pu consulter un expert de la cybersécurité ou un expert de l'espace sur ces questions et notamment voilà, nous renseigner sur les différentes positions des différents pays. Donc ça nous a permis en fait d'aller creuser dans des domaines dans lesquels on n'était pas nécessairement expert. Donc parce que, évidemment, les relations internationales, c'est évidemment des relations politiques, mais ce sont aussi des réalisations concrètes, en fait, entre pays. Donc, aller dans le technique, finalement, c'était aussi intéressant. Je voulais aussi insister sur la manière dont la scène internationale s'est ouverte pour moi. C'était comment dire, de me rendre compte que finalement, les démocraties occidentales, euh, nous étions des minorités. C'est-à-dire qu'en fait, on a tendance à penser que la démocratie, que, que la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, que
l'égalité homme-femme, ce sont des valeurs, en fait, on baigne tellement dedans en France que finalement, on pourrait imaginer qu'elles sont mondiales et qu'elles sont, elles sont voilà, de manière univoque vraiment acceptées. Et je me suis vraiment rendu compte que, euh, au-delà d'être pas partagé par tous les pays, on était vraiment en minorité sur certains de ces sujets. Euh, et donc, ce que j'en retiens, bon, d'abord, c'est vrai qu'on est un peu étonné parfois. Enfin, on est étonné, on s'y attendait quand des jeunes Russes vont défendre la politique d'hydrocarbures de leur pays ou quand des Saoudiens vont nous parler de supprimer le mot démocratie du communiqué. Euh, voilà, on est étonné parce qu'on se disait, oui, bah, pourtant c'est quand même la base. On, on essaye d'avancer ensemble vers un monde meilleur et ce qui nous paraît meilleur, en fait, pour nous, n'est pas nécessairement un but pour les autres. Et donc j'en retiens finalement une vraie leçon de diversité et de tolérance. En fait, ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter en tant que voilà, on peut être, je ne vais pas dire idéaliste, mais espérer pour le meilleur, mais en même temps, il faut savoir reconnaître que des gens viennent d'autres pays, ont d'autres voilà, backgrounds, comme on dit, et pensent différemment. Et parfois, c'était un petit peu, voilà, on avait certains points de blocage. Ensuite, quel est le rôle en particulier de l'Inde de Modi sur la scène internationale contemporaine? Euh, bah, je laisserais bien quelqu'un du type Christophe Lafrelot nous éclairer sur cette question. Euh, mais ce que je peux dire, c'est à la lumière du Y20, en tout cas, à quoi je pense, pour l'Inde, à quoi a servi ce Y20. Et j'ai un peu réfléchi à la question, et pour moi, il ressort que ce Y20 a servi avant tout des objectifs internes. Des objectifs internes parce qu'on sait que l'Inde a beaucoup enfin, sa population est très très jeune. J'ai pas de statistiques en tête. Et donc cette population jeune, elle a été consultée, l'événement a été très hautement médiatisé. On a eu l'occasion de visiter des universités, par exemple dans le cadre voilà d'une certaine acculturation en marge du sommet. Euh, voilà, ces consultations. Ensuite, l'engagement des jeunes affiliés finalement aux partis politiques, au pouvoir. Le fait qu'ils recevaient des instructions des ministères. Ça, ce n'était pas clair, mais on s'en est rendu compte au fur et à mesure des négociations. Euh, voilà. En fait, finalement, on avait des sujets où c'était vraiment la position de l'Inde, comme elle est défendue à l'international, qui prévalait, en fait. Donc, voilà, ces jeunes, voilà, ces jeunes, finalement, ils étaient là aussi pour défendre un petit peu l'agenda international de l'Inde, euh, mais sans doute avec un rôle voilà, de cohésion nationale et de renforcer en fait la capacité de montrer que l'Inde est capable d'organiser un tel sommet international, donc sommet international en prévision du G20. Et je tiens aussi à dire qu'il y a eu un pré-sommet à Leh, au Ladakh, donc dans le nord du pays. Euh, et donc ce pré-sommet, il s'est tenu dans une région euh, qui est contestée entre la Chine et l'Inde depuis des années. Et c'était aussi une manière voilà, d'instrumentaliser d'une certaine manière ce Y20 pour voilà, montrer que l'Inde peut contrôler ce territoire appartient à l'Inde, euh, et ce qui nous a d'ailleurs valu de ne pas avoir de représentation chinoise au Y20. Euh, on a pu parler avec eux lors des préparations, mais ils n'étaient pas présents. Et donc, voilà, d'une manière, ils n'ont pas été présents justement à cause de cette question du Ladakh, euh, et notamment parce la carte indienne fait apparaître le Ladakh sur, euh, étant en Inde. Et donc, finalement, on se rend bien compte que le Y20 a eu cette portée internationale, car on connaît les relations entre l'Inde et la Chine.
voilà ce que je peux dire. Le rôle de l'Inde de Modi dans le monde, bon, il est évident, mais Clarisse, tu l'as rappelé au début, pas besoin d'ajouter. C'est une puissance démographique, économique et de défense maintenant. Euh, et je terminerai sur peut-être le titre d'un article dans Le Monde de Christophe Jaffrelot qui avait été que je recommande, il est très intéressant, mais c'était l'Inde, un géant au pied d'argile. C'est intéressant de voir que l'Inde a énormément de problèmes internes et pourtant, voilà, je le comparerais un petit peu à la Russie peut-être. Euh, voilà, énormément de problèmes internes, des choses qui devraient être réglées, mais en même temps une posture à l'international, je ne veux pas dire agressive, mais en tout cas assez défensive, et qui lui permet d'exister. Qui lui permet voilà, d'exister davantage sur la scène internationale. Merci beaucoup Arlo du coup pour tout ce que tu viens d'évoquer et notamment du coup en fait la politisation de ce sommet du Y20 et du coup comment est-ce que l'agenda indien du coup s'y est retrouvé. Peut-être Tara, tu voudrais rebondir? Oui, justement sur cette dimension de politisation du Y20, donc moi j'ai été chef de la délégation française lors de ce sommet et c'était très intéressant de par mon background académique de pouvoir observer l'Inde de Modi dans les coulisses du G20 finalement. Donc, à savoir, tout d'abord, vous n'êtes peut-être pas familier donc des sommets jeunes comme le Y20, mais comme l'ont rappelé mes co-délégués en début d'intervention, c'est des sommets qui existent depuis assez longtemps maintenant, une dizaine d'années, et on observe que pour beaucoup de pays, comme ils se tiennent en amont du sommet du G20 en tant que tel, ils peuvent être une opportunité de test pour le pays président, pour le pays hôte et aussi servir d'instrument de. Il y a un terme qui est apparu récemment, donc un instrument de youth washing, donc ça fait référence au greenwashing. C'est une manière pour le pays de se présenter comme inclusif parce que très ouvert à l'engagement de la jeunesse. Et donc, ça c'est, je trouve, en tout cas, de par mes observations personnelles, et je pense que mes co-délégués ont pu l'observer aussi, c'est quelque chose, une dimension qui était très présente lors du sommet du Y20, qui a vraiment été au service de la politique interne et internationale de l'Inde. Donc Arlo en a parlé, le choix des lieux n'était pas du tout anodin, avec un pré-sommet qui s'est passé effectivement dans des zones frontalières des zones de tension entre l'Inde et le Pakistan et l'Inde et la Chine. Et puis ensuite, le sommet en lui-même à Varanasi a permis d'affirmer une forte identité hindoue de par les visites qu'on a faites sur le Gange, dans un haut lieu de pèlerinage bouddhiste également, le site archéologique de Sarnath, donc qui permettait un petit peu d'affirmer les religions natives de l'Inde, donc le bouddhisme, l'hindouisme, et qui sent totalement l'histoire musulmane du pays. Euh, et donc, c'est passé aussi cette opération de youth washing par une médiatisation du sommet. Le Y20 est apparu dans presque tous les titres nationaux et locaux. Il y a eu une importante mobilisation des moyens humains, financiers et logistiques aussi de la part du gouvernement indien, sachant que ce sommet était notamment organisé par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et donc, en plus de cette couverture médiatique, qui notamment dans les titres indie a été assez instrumentalisée au service du discours nationaliste de Narendra Modi, donc on en a parlé en raison du choix des lieux notamment. En plus de ça, on a reçu, comme toutes les délégations d'ailleurs, des cadeaux diplomatiques qui étaient loin d'être anodins aussi. Donc, on a reçu un livre de Narendra Modi, un livre de Jai Shankar, le ministre des Affaires extérieures de l'Inde. Donc, voilà, on était vraiment dans un événement qui était aux couleurs du BJP. D'autant que lors de notre cérémonie inaugurale du Y20, l'invité d'honneur était le Chief Minister d'Uttar Pradesh, euh,
Et donc en présence également d'Anurag Thakur, qui est le ministre indien de la jeunesse et du sport. Et on a aussi eu l'occasion pendant le pré-sommet de rencontrer Anirban Ganguly, qui est le directeur du think tank du BJP, le Dr Syama Prasad Mukherjee Research Foundation. Donc voilà, un think tank qui est le bras idéologique du parti au pouvoir. Donc pour revenir, oui, sur la question de l'invité d'honneur à la cérémonie d'ouverture, donc c'était le Chief Minister d'Uttar Pradesh, comme je vous l'ai dit. Son nom, c'est Yogi Adityanath, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un personnage qui est reconnu comme extrémiste hindou, qui a eu par le passé des propos qu'on pourrait qualifier d'islamophobes. Et donc, il s'est exprimé pendant la cérémonie d'ouverture du Y20 devant un auditoire composé à la fois des délégations étrangères, mais aussi de personnes qui très visiblement étaient des adeptes du parti, des soutiens du BJP, puisqu'ils étaient complètement galvanisés par les discours de ce monsieur. Ce discours qui était ponctué de Jai Hind très sonore et d'autres slogans nationalistes très vocaux. Donc c'était assez intense comme séquence, mais intéressant. Et la délégation française a fait le choix, tout comme d'autres délégations étrangères d'ailleurs, de ne pas apparaître sur des photographies aux côtés du Chief Minister d'Uttar Pradesh au vu de son passé. Donc voilà ce que je peux dire sur la politisation de ce sommet. Merci beaucoup. Elwin, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose? Oui, alors dans la continuité de ce que Tara et Arlo ont pu partager, je pense que ces histoires-là, elles en disent beaucoup. Alors, c'est anecdotique, hein, là, on ne parle pas du fond, on ne parle pas des propositions qu'on a pu faire. D'ailleurs, on peut y revenir plus tard. Mais je pense que, vu que le sujet, c'est quand même l'Inde, voilà, ça dit beaucoup de choses. Donc, sur ce point-là, je peux vous raconter aussi quelques autres points. Donc, lors du pré-sommet qui était au Ladakh, nous sommes passés par Delhi et à ce moment-là, nous avons été sollicités pour participer à des Chopal, donc dans des universités. Et ça, vraiment, moi, je m'en suis aperçu un peu plus tard. Donc, on a volontiers participé. Ça a été des rencontres vraiment, vraiment intéressantes, je pense. Et des discussions vraiment bien avec des étudiants. Voilà, ça faisait vraiment partie de l'acculturation dont Arlo parlait. Je m'en suis aperçu après dans les discours que c'était vraiment une volonté de montrer que la parole de chacun avait été incluse et que le G20, c'était un porte-voix pour l'Inde et que vraiment, voilà, chacun, les jeunes au sein des universités avaient pu partager leurs idées, etc. Voilà, j'espère que c'est le cas. Je pense que c'était essentiellement un exercice de communication qui a le mérite d'exister et qui est bien normal dans ce cadre-là. Mais c'était fait à une ampleur voilà, qui était vraiment massive et très impressionnante, je dois dire. Voilà, au Ladakh, euh, nous avions peut-être tous les 100 mètres, tous les 150 mètres des panneaux du Y20 au milieu de routes de campagne, voilà, avec c'était vraiment d'une ampleur vraiment remarquable. Je pense que ça vaut le coup de l'avoir en tête. Et un deuxième point dont je voulais parler, toujours sur les questions de communication, ça s'est vu aussi, je pense, dans le fond des négociations, à savoir que une fois arrivé au sommet, je pense que l'essentiel de l'énergie que la délégation indienne a dépensé sur le sommet était sur le secrétariat, faire en sorte que chacun soit heureux de la façon dont ça se passe, ce qui est toujours difficile à faire, qu'il n'y ait pas de plainte ou le moins possible, etc. Et sur le fond des négociations, c'était plutôt un ensemble de lignes rouges, dans l'idée que certains points ne passent pas dans le communiqué, ce qui est le cas de chacune des délégations, hein, c'est bien normal. Mais par contre, sur la contribution, sur la fabrication du fond des propositions, voilà, l'intention de l'un était moins là, j'ai trouvé, que dans éviter certains points de discussion ou faire en sorte de satisfaire toutes les différentes délégations. Donc voilà, tout ça, ça participe de cette volonté de communiquer et de montrer que le Y20 était un succès et donc le G20 suite à ça. Et à nouveau, voilà, dans une échelle assez impressionnante, bon, allez, à l'échelle du pays, hein, c'est normal. Voilà.
D'accord, merci beaucoup, Elwin. Et du coup, donc, à Pinaya aussi, tu étais parmi la délégation. Et toi, tu étais du coup dans le groupe de travail, il me semble, démocratie, en gouvernance. Est-ce que tu pourrais du coup nous en dire plus sur ton expérience à Varanasi? Bah, justement, c'est très bien que tu changes le nom de ce track parce que on a travaillé, j'ai du coup travaillé pendant plus de 8 mois, donc depuis la sélection jusque au sommet, donc le 20 août, sur un track qui était appelé donc en anglais Shared Future Democracy and Governance. Donc en fait, c'est vraiment un futur partagé et donc démocratie et gouvernance, donc enfin les jeunes dans la gouvernance. Et on s'est retrouvés après tout ce que Mathilde vous a décrit aussi, après, consultations d'experts, consultations d'associations. Enfin, moi, sur mon track, j'avais consulté à peu près plus d'une trentaine, presque une trentaine d'associations françaises de jeunes. Donc voilà, des activistes, des militants ou même des jeunes qui se retrouvent autour de questions comme la fracture numérique, l'accès au droit, l'accès à l'éducation, l'accès à la politique. On s'est retrouvés, enfin, je me suis retrouvée à travailler sur toutes ces questions-là et à arriver sur des négociations très ardues. Au final, mon track était le track qui n'avait pas terminé ses négociations en temps et en heure parce que on a eu beaucoup de sujets tumultueux, dont notamment le titre en fait même du track. Ce qui a posé en fait problème, c'est que le terme démocratie, en fait, c'est comme vous le disait Arlo, n'est pas reconnu, enfin n'est pas reconnu comme une valeur universelle, mais va être reconnue comme en fait une valeur qui est, c'est un modèle de gouvernance parmi tant d'autres. Et nous, en tant que Français, enfin, on a un peu du mal à se dire, bien qu'on ait connu d'autres régimes dans le passé, et qu'on dialogue avec d'autres régimes, c'est que la démocratie, les valeurs démocratiques et le système démocratique sont deux choses complètement différentes pour de nombreux pays. Et là, on s'est retrouvé devant une situation de blocage où, suite à une délégation qui a refusé de voir le terme apparaître, l'Inde, du coup c'est l'Arabie Saoudite n'a pas voulu que le terme démocratie apparaisse parce que pour eux, ils considéraient que si c'était la jeunesse dans la démocratie et la gouvernance, ça ne comprenait pas leur système en place. Et de facto, ils ont demandé la suppression. Ce que l'Inde a en fait immédiatement accepté parce que, on ne nous a pas donné de raison, ça a été immédiatement accepté, mais je pense que c'était aussi une question de temps. Il fallait qu'un communiqué soit sorti parce que sinon on se retrouvait sans communiqué et le travail de plus de 130 délégués, mais aussi toutes les équipes autour qui se retrouvaient défaits. Et c'était quelque chose de très déplorable parce que l'Inde se présente aujourd'hui comme, partout, on a vu des panneaux, nous, quand on était en Inde, que ce soit au Ladakh, à Delhi, à Mumbai, mais aussi dans l'Uttar Pradesh. Donc, ça fait quand même 4 lieux différents. On voyait Mother of Democracy partout. Enfin, voilà, on voyait ces slogans partout. Et de voir que le mot démocratie a été rapidement enlevé, aussi rapidement et aussi facilement enlevé parce qu'il fallait à tout prix un communiqué, c'était très dommageable. Donc, voilà, nous, on a vraiment réitéré jusqu'au bout notre volonté de voir le mot apparaître. Mais du coup, on a eu des concessions sur d'autres problématiques qu'on a mis en avant, comme par exemple le droit de vote à 16 ans, combattre la fracture numérique surtout, l'accès au droit, l'accès aux politiques des jeunes. Donc voilà, l'âge moyen en France, c'est 40 ans, mais l'âge moyen en Inde, c'est beaucoup moins, je crois. Enfin, je crois qu'on est même, je sais plus, c'est plus de 50% qui est autour de 25-30 ans, enfin, je sais plus exactement le chiffre, mais enfin, c'est une population extrêmement jeune, donc on n'a pas les mêmes enjeux démocratiques aujourd'hui, et de voir que l'Inde, comme le disait Edwin, c'est que ça a servi énormément de leur politique interne d'avoir le Y20, mais aussi voilà, le G20 pendant cette année cruciale avant les élections, de voir que malheureusement, ils n'ont pas pu soutenir le mot démocratie alors qu'ils étaient présidents, qu'ils avaient la présidence du G20 était quand même déplorable. Au-delà de ça, dans les négociations, il y a eu une très grande présence de l'équipe actuellement du G20, plus que des délégués. Pour ma part, le délégué indien était pas très présent pendant les négociations, ce qui avait été justifié par le fait qu'en fait, il était politicien et ça revient
à la question initiale qui était en fait, la participation, parce que nous, les Français, on a été sélectionnés voilà, via un processus de sélection où tout le monde peut participer entre 18 et 30 ans, et un processus assez ouvert. Alors que pour l'Inde, c'était beaucoup des personnes qui étaient dans les dans les mouvances jeunes du BJP qui étaient sélectionnées. Pour le coup, on a vu quand même une diversité étatique. Donc il y avait des personnes qui étaient issues du sud de l'Inde comme du nord, mais une très très grande implication en fait des cadres du parti, plus que même l'administration du ministère de la jeunesse. Voilà. Du coup, vous avez beaucoup parlé de comment s'était déroulé ce Y20, mais quelle en a été du coup la finalité? Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter, comme tu disais tout à l'heure, Elwin, en fait, quelles ont été vos propositions, vous, du coup, en tant que délégation française? Est-ce que vous avez défendu certains points? Et en fait, est-ce que vous avez trouvé une finalité pertinente à ce sommet? Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Peut-être Mathilde? Oui, je veux bien. Du coup, il y a une proposition qui me tenait particulièrement à cœur, notamment sur la question de la limitation de l'accès au contenu pornographique pour les mineurs, et notamment l'approche d'un point de vue de santé mentale. Mine de rien, la santé mentale a pas mal été discutée, et du coup, moi, j'ai voulu choisir cet angle-là parce que c'est un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur et qui a énormément d'impact en termes de santé mentale, d'addiction aux écrans chez les jeunes. Et en fait, c'était un sujet qui avait jamais été vraiment abordé en contexte G20, enfin Y20, Y7. Et donc là, j'avais vraiment essayé de porter cette thématique. Et donc, je l'ai faite à travers notamment la, enfin, avec l'ambition en fait de pouvoir créer une charte du bien-être digital, du bien-être numérique. Et dans cette charte, pouvoir inclure l'addiction aux écrans et notamment la limitation au contenu pornographique. Et donc, en fait, mine de rien, j'étais très contente de pouvoir passer cette proposition parce que je ne pensais pas que dans un contexte du G20 avec peut-être des différences culturelles très fortes et peut-être des tabous au niveau de ce genre de sujet-là, je pensais que ça allait être plus compliqué que ça. Et en fait, étonnamment, pas tant que ça, j'ai dû argumenter, etc. Mais ça a été assez apprécié comme proposition. Donc voilà, quelque chose sur laquelle j'étais pas mal satisfaite de pouvoir communiquer quelque chose. Et aussi un autre point, c'est que cette charte du bien-être numérique, elle avait été proposée au Y20 en Indonésie. Et en fait, c'était le délégué français en Indonésie qui m'en avait parlé. Du coup, j'avais trouvé ça intéressant de pouvoir en reparler, peut-être d'en remettre une couche. Et du coup, dans le communiqué, il y a, comme ça avait été proposé au Y20 en Indonésie, voilà, on voudrait continuer sur cette lancée-là et renforcer cette volonté de charte en incluant des sujets un peu plus précis. Mais du coup, voilà, c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que ça peut aussi faire l'objet au fil des années de lobbying sur différents sujets. Alors évidemment, c'est des petites choses et ça va très lentement, mais n'empêche que c'est intéressant de pouvoir se baser sur le travail des années précédentes, des Y20 précédents, et pouvoir construire quelque chose sur une base déjà construite, quoi. Donc voilà, ça aide en termes de lobbying, j'ai envie de dire. Donc voilà pour spécifiquement la thématique santé. Merci Mathilde. Est-ce que du coup, Elwin, tu voudrais parler peut-être plus du domaine que tu connais, le domaine spatial? Alors, je crois que Arlo souhaitait en parler, Pardon. mais je peux aussi, effectivement, c'est mon D'accord, domaine. pardon. Arlo, je te laisse la parole. Oui, effectivement, confusion qui est normale puisque Elwin travaille dans ce domaine et pas moi, mais on a eu l'occasion de bien collaborer aussi. On pourra revenir peut-être sur l'importance de la communication entre nous. C'était vraiment important pour s'appuyer sur les expertises de chacun. Euh, et pendant les négociations aussi, la communication était intéressante. Pour revenir au domaine spatial, parce que donc moi je m'occupais de la paix et de la sécurité. C'est vrai que les Américains
alors le gouvernement américain s'est engagé à ne plus faire de tests anti-satellites, c'est-à-dire ne plus détruire de satellites en orbite. Euh, Or, les Indiens ont conduit un test de cette nature. Euh, L'engagement, en fait, l'engagement américain a vocation à être signé par d'autres pays afin d'éviter de tels tests anti-satellites. C'était de la porter au niveau du G20 parce qu'on avait la Russie, parce qu'on avait l'Inde, parce qu'on avait la Chine, d'encourager, en tout cas via la jeunesse, encourager les gouvernements à réfréner ces tests qui produisent beaucoup de déchets spatiaux, et c'est là que la problématique en termes de voilà, scientifique, développement durable, sécurité, voilà. Et ça revient un peu à la géopolitique de l'Inde, quand on avait pu euh, avoir une opposition finalement avec le délégué indien, c'est que lui a refusé qu'on aille dans tant de détails parce qu'il a expliqué il a expliqué son refus par la nécessité de garder des instruments pour, pour se défendre face à la Chine ou face au Pakistan, par exemple. Donc, euh, d'une part, on a bien vu en quelque sorte l'importance de la position de son pays et de la géopolitique de son pays et de l'influence que cette géopolitique a eue sur, son niveau de tolérance des propositions. Et donc voilà, cette proposition était, disons, édulcorée. Et dans l'autre sens, le délégué indien, pardon, a fait une proposition que certains pays ont été amenés à, à refuser euh, sur comment dire, la mention du yoga dans le communiqué. Euh, le yoga qui est, bon, évidemment, qui est une forme de méditation et de spiritualité, mais c'est aussi un instrument du soft power indien. Euh, je parle sous le contrôle de mes collègues hein, qui connaissent mieux l'Inde. Euh, et en fait, on a vu cette tentative d'inclure obligatoirement le yoga, et c'était vraiment un point bloquant, comme vraiment une tentative de biaiser le communiqué en faveur de l'Inde. Euh, voilà, parce qu'il était mention uniquement du yoga, et en fait, on trouvait que voilà, c'était pas, euh, ça n'avait pas sa place c'était trop spécifique en fait à une culture et trop spécifique à une pratique de manière générale pour un communiqué qui est censé représenter la jeunesse de 20 pays. Et donc voilà, on a eu ces points de friction où on s'est un peu rendu œil pour œil avec le délégué indien. C'était intéressant. Voilà. Ben, merci Arlo, justement, tu parles du coup de vos relations avec les délégués indiens en particulier et comment ça a pu être du coup dans la négociation. Mais peut-être est-ce que aussi vous avez pu discuter avec eux, non pas dans la confrontation, mais peut-être plus d'avoir des discussions. Et en fait, je rebondis du coup sur la question qui est posée dans le chat. En fait, dans quelle mesure voilà, vous avez rencontré des jeunes Indiens et vous avez pu discuter avec eux et mieux apprendre justement sur leurs préoccupations. Je sais pas qui a eu cette expérience, donc qui fait répondre, Tara. Oui, enfin, on a tous eu cette expérience en fait avec les membres de la délégation. On a passé une semaine à Mumbai avant de partir pour Varanasi. Et là où la discussion était parfois un peu compliquée avec les délégués indiens, enfin, je pense que ça dépend des tracts, mais en tout cas, moi, mon homologue indienne n'était pas forcément très ouverte au dialogue, puisque effectivement, comme l'ont dit mes co-délégués tout à l'heure, ils étaient un peu pilotés quand même par l'équipe organisatrice du G20 et par le ministère. Donc la conversation n'était pas toujours très libre et c'était parfois difficile de comprendre quelles étaient les préoccupations et les priorités de la délégation indienne lors des séances de négociation. Par contre, pendant la semaine qu'on a passée à Mumbai avant, il y a eu une rencontre organisée avec des jeunes étudiants de Mumbai qui étaient étudiants en droit. Et là, on a pu aborder de manière un petit peu plus précise, déjà échanger sur leurs études, comparer leurs études aux nôtres, leur parler un petit peu de l'expérience qu'on allait avoir au Y20 et puis
ensuite, oui, aborder des points de préoccupation pour certains d'entre eux. Moi, je me souviens d'une conversation assez longue que j'ai eue avec une jeune fille indienne qui vient de Pune à l'origine, mais qui faisait ses études à Mumbai, donc en droit, et qui avait pour objectif de travailler dans une organisation internationale, donc de préférence une organisation onusienne, et elle voulait s'occuper de la défense des droits des femmes. Donc je pense que c'est quand même une problématique qui est très présente dans une certaine catégorie de la population indienne et chez certaines femmes qui font des études et surtout des jeunes femmes qui cherchent à s'ouvrir aussi à l'international et à porter les revendications des femmes indiennes sur la scène nationale et internationale. De compléter ce que Tara vient de dire, notamment sur nos échanges avec les jeunes Indiens. Moi, du coup, j'avais eu aussi l'occasion d'aller au pré-sommet au Ladakh juste avant, avec notamment Elwin ici présent. On a pu aller dans une des universités, dans un des collèges de l'université de Delhi, où on a eu en fait un panel. Et là, pour le coup, c'était vraiment extrêmement organisé, dans le sens où la parole était très libre pour les étudiants, mais c'était organisé. Enfin, notre venue, elle était prévenue. Enfin, voilà, il y avait toute une organisation autour de notre arrivée. Et on a eu énormément de questions. C'était beaucoup des jeunes femmes qui nous questionnaient sur notamment la santé, des protections hygiéniques, qui nous demandaient comment on fait, enfin, quelles sont les actions qu'elles peuvent mettre en place. Et c'était vraiment intéressant de voir aujourd'hui toutes ces jeunes femmes qui se posent ces questions-là. Et après, justement, à l'inverse, au Ladakh, on n'a eu aucun contact avec la jeunesse du Ladakh. À un moment, ça a été même une question qui a été soulevée. Donc, on a eu une conférence un peu officielle, voilà, un peu une conférence de presse avec le ministre de la Jeunesse et des Sports. Et une des personnes présentes, donc originaire du Ladakh, posait la question de savoir pourquoi il n'y avait pas eu de plus de présence de jeunes du Ladakh même qui soient présents à cet événement-là pour qu'ils puissent nous rencontrer, parce que la population du Ladakh n'est pas énorme et on aurait pu avoir des partenariats avec des écoles, enfin voilà, et ça n'avait pas été fait. Et à quoi, en fait, l'équipe du ministre a immédiatement répondu en disant, en donnant une liste de Chaupal, donc le nom qu'ils ont donné à ces rencontres, une liste de rencontres qui avait été faite au Ladakh tout au long de l'année. Mais ce n'était pas du tout la question. La question, c'était de savoir si nous, on pouvait, enfin, si ces jeunes pouvaient rencontrer la centaine de délégués étrangers qui étaient là et pouvoir échanger avec eux. Donc, et c'était vraiment dommageable à ce moment-là. Donc nous, on a immédiatement partagé nos coordonnées avec une professeure et une personne d'une association qui était là sur le moment. Et donc on lui a demandé de nous recontacter. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, mais voilà, on en a vraiment profité pour essayer de voir. Et ce qui était aussi un point vraiment admirable à noter, c'est qu'on a une alliance française au Ladakh, donc même dans le fin fond du nord de l'Inde, il y a une alliance française et donc on a pu rencontrer par contre des étudiants à l'université qui aussi étudiaient le français à l'alliance française et qui pour le coup avaient un très bon niveau, même en A2, B1. Mais voilà, au-delà de ça, on a pu échanger à Delhi, à Mumbai, mais c'était des étudiants qui étaient déjà dans un cadre universitaire, donc on n'a pas rencontré vraiment d'autres hors cadre universitaire des jeunes. On n'a pas rencontré d'associations indiennes non plus. Voilà, on n'a pas pu voir le côté société civile indien malheureusement sur ces quelques jours. Mais ce que l'organisation indienne nous assurait, c'est qu'eux l'avaient fait. Voilà, et ils avaient une liste prête à nous dérouler immédiatement. Mais malheureusement, nous, on n'a pas pu avoir de contact avec la société civile indienne. D'accord, merci beaucoup Tara et Apinaya. Du coup, on a une question dans le chat qui demande dans quelle a été du coup votre langue de travail durant tout ce sommet? Peut-être si Elwin, tu veux répondre. Oui, je peux répondre. Bon, ça a été l'anglais, hein. Tout le monde parlait anglais, à quelques exceptions près, notamment du côté du Brésil, qui avait du coup une traduction. Mais sinon, nous parlions tous en anglais, en tout cas autour de la table. Maintenant, à côté de ça, voilà, il y avait toutes les langues, beaucoup de francophones d'ailleurs, je dois dire, parmi les délégations européennes, mais pas que. Voilà, moi, j'avais plusieurs délégués autour de ma table qui parlaient français et
voilà, je pense vraiment que ça fait partie des facteurs qui ont aidé à nouer des relations, qui ensuite ont permis de porter à plusieurs certaines propositions, au-delà du fait juste humainement que ce soit très agréable, ça a vraiment des conséquences. Donc voilà, je n'ai pas fait l'INALCO, mais je reconnais facilement l'importance de partager une langue. Ouais. Ben, oui, Apinaya, je t'en prie. Moi, j'avais pu avoir quelques échanges parce qu'il y avait énormément de tamoulophones qui étaient présents. Donc, j'ai pu avoir pas mal d'échanges informels aussi avec des personnes issues du Tamil Nadu qui travaillaient soit pour le gouvernement central ou alors qui travaillaient aussi au sein du BJP même. Donc, alors, ils appréciaient énormément et ils avaient. Enfin, c'est là où ils ont aussi noté enfin, toutes les personnes présentes, que ce soit tant du BJP que du ministère de la Jeunesse et des Sports, ont beaucoup évoqué le fait d'une grande présence dans les délégués de personnes issues de diaspora indienne. Bon, il s'avère que tout le monde n'était pas issu de la diaspora indienne, mais plutôt d'une diaspora plus large sud-asiatique. Donc, ça a été aussi noté. Et par exemple, y compris le Japon avait une déléguée qui était indo-japonaise. Donc voilà, c'est pas uniquement les pays comme le Canada ou les États-Unis ou encore des pays européens. Il y avait énormément de personnes issues d'une diaspora, de la diaspora indienne aussi. Voilà. Et si je peux ajouter à ce qu'a dit Apinaya, c'est vrai que moi j'ai eu la même expérience avec mes notions de hindi, sachant que j'ai fait le choix au début du sommet de ne pas dire que je parlais hindi. Bon, choix stratégique pour pouvoir glaner quelques informations parfois de manière un peu informelle, mais au bout d'un moment, effectivement, j'ai aussi parlé à certains membres de la délégation indienne et de l'organisation en hindi, et c'est vrai que c'était très apprécié. Et en plus, c'est une manière parfois de mieux comprendre aussi. Enfin, je sais que moi, dans mon track climat, la déléguée, il y avait plein de mots qu'elle ne connaissait pas en anglais. Et le fait de pouvoir passer par moi pour traduire du hindi à l'anglais a été une facilité aussi. Et pour revenir sur le dernier point qu'évoquait Apinaya, en tout cas en France, je pense que ça a joué dans notre sélection aussi sûrement le fait qu'Apinaya et moi ayons une certaine connaissance du pays hôte, c'était peut-être un atout aussi pour la délégation. Merci du coup pour vos retours à tous les trois. On a une question dans le chat sur l'assainissement. Je pense que c'est une question peut-être pour toi, Mathilde. Dans quelle mesure ça a pu être évoqué du coup dans vos discussions lors du sommet? Ça n'a pas été évoqué. Je vais être très courte, du coup, ça n'a pas été une question qui a été portée. Enfin, du coup, bon, peut-être, bon, ça, c'est pas directement relié, mais peut-être ça me penser aux questions d'aménagement. Ça a été enfin, la question de l'aménagement et des espaces verts, etc., et de l'accès à des espaces verts a été évoquée dans la track, notamment du point de vue de la construction d'espaces sportifs. Voilà, bon, je dévie vraiment de la question de l'assainissement, mais c'est juste, ça m'a fait penser à ça. Mais voilà, pas une question très portée. D'accord. Et du coup, peut-être une question pour toi, Tara. Tu as dit que tu étais du coup dans le track environnement. Peut-être, est-ce que tu pourrais nous dire la position de l'Inde par rapport à ce track, de la délégation, en tout cas de la jeunesse indienne? Oui, alors je dirais que là, pour le coup, je ne sais pas dans ce track-là si c'était la position de la déléguée indienne ou de la présidente. Contrairement à d'autres tracks où il était évident que les délégués avaient reçu des consignes gouvernementales, je ne sais pas si c'était le cas dans le mien. Toujours est-il que on était vraiment dans le track climat sur un clivage assez net entre puissance entre guillemets occidentale et puissance du sud. Donc l'Inde poussait comme tous les pays du BRICS pour plus de justice environnementale, mais plutôt dans un sens les enfin, dans une question de développement, en fait. Il se présentait comme pays en développement, donc il y avait moins à faire d'efforts que les pays du Nord. Et c'était l'argument principal qui était poussé, c'était de dire qu'il fallait plus de financement du Nord vers le Sud et que l'Inde, en tant que puissance émergente,
n'avaient pas à faire tant d'efforts. On n'était pas, ils n'ont pas du tout parlé de solutions techniques que pourrait avancer l'Inde, alors que par contre, c'est quelque chose qui a émergé dans les discours d'ouverture du sommet, donc dans les discours officiels portés par les membres du gouvernement et autres membres du secrétariat indien. Quand les questions de climat étaient évoquées, on avait, euh, on avait le thème de la technologie et d'une certaine exemplarité de la technologie indienne qui était mis en avant, mais ça n'a pas du tout été poussé par les délégués de Montrac. D'accord, merci Tara. Du coup, on aurait une autre question. Est-ce que vous avez ressenti, du coup, chez certains délégués du Sud, un sentiment d'appartenance à un Sud global? C'est assez intéressant quand on connaît peut-être la position indienne de non-alignés. Si un de vous souhaite y répondre. Moi, je peux commencer et peut-être quelqu'un d'autre pourra compléter. Il y a alors, je ne sais pas si on peut parler vraiment d'un sentiment d'appartenance à un sud global qu'on a senti, mais en tout cas, il y avait des alliances qui étaient faites sur place. C'est que, notamment, on peut voir que sur pas mal de questions dans le track, par exemple, démocratie et gouvernance, sur la question de la fracture numérique, il y avait quand même des consensus qui étaient faits parmi, on va dire, les pays dits du Sud, donc notamment entre l'Inde, le Brésil était absent dans mes négociations, mais entre l'Inde, la Russie, par exemple, il y avait un soutien systématique de la Russie aux positions indiennes dans mon track. Il y avait aussi un soutien quasi systématique de la position sud-africaine par l'Inde aussi. Ce qu'on a pu noter, c'est que dans les propositions, j'avais formulé aussi l'adhésion de l'Union africaine au G20 et au Y20. Bon, après, ça a été repris au niveau du G20. Je ne dis pas que c'est grâce à nous que ça a été repris, mais je veux dire que c'était une volonté aussi parmi les jeunes délégués d'avoir une union qui représente 54 pays de l'Afrique, du continent africain. Et c'était une proposition qui a été vraiment soutenue par le Sud et qui a été porté. Donc il y avait je ne sais pas si on pourrait aller jusqu'à parler de sentiment d'appartenance, mais il y avait une certaine cohésion qu'ils souhaitaient avoir pour défendre leurs intérêts personnels. Par exemple, la question, si je reviens sur la question de la fracture numérique et du fait de l'accès aux droits, parce qu'on parle de plus en plus de numérisation des droits et donc l'Inde met en place aussi à double vitesse, hein, donc pas mal de systèmes de numérisation pour l'accès aux droits. Mais quid de l'accès, enfin du premier guichet d'accès, c'est une question que nous on se pose en France aussi. Donc c'est sur ces questions-là, par exemple, nous on posait la question de la RGPD. Donc c'était voilà, quelque chose d'important de savoir s'il y avait une protection des données dans ce cadre-là. Donc là, tout de suite, il y avait quand même voilà, une certaine cohésion pour défendre leurs intérêts et leurs intérêts économiques. Alors, Donc, cette question de sentiment d'appartenance, pour, pour poursuivre ce que tu disais à Pinaria, il y a eu un cas particulier peut-être sur Montrac où vraiment on a vu quand même une différence d'approche du sujet. Alors bon, la notion de sud global, c'est quand même assez compliqué. Je ne sais pas vraiment si on pourrait résumer cette façon de penser vraiment au sud global versus d'autres pays, mais c'est vrai que factuellement autour de la table, ça s'est un petit peu traduit comme ça. C'est sur la question de la gig economy, donc l'économie des services, hein, vous savez, tout ce qui est Uber, tout ce qui est tous ces services qui ne constituent pas nécessairement des emplois à temps plein, mais qui se font à travers l'auto-entrepreneuriat, des choses comme ça. C'était un sujet clé des négociations, puisque de mon côté, typiquement dans l'agenda de délégation française, il y avait la question des protections des droits des travailleurs, puisque c'est un type de travail que les jeunes font beaucoup, et malheureusement, il y a beaucoup d'abus de la part des plateformes. Donc, il y a au niveau européen des négociations pour cadrer tout ça et instaurer des règles et faire en sorte que ces travailleurs-là bénéficient des protections sociales que les autres travailleurs ont. Et évidemment, dans le cadre international, on n'en est pas encore là. Et typiquement sur ce sujet, en fait, il y avait face à nous plutôt
un optimisme en fait, qui venait du fait des opportunités que ça pouvait apporter, typiquement pour des emplois non qualifiés, en fait, permettre à des gens d'accéder à l'emploi ou à des gens de compléter un emploi qui n'est pas suffisant ou de compléter pour un étudiant en fait un manque de revenus, etc. Et du coup, on avait vraiment d'un côté voilà, c'était essentiellement la France, l'Italie, les États-Unis, l'Allemagne, une volonté voilà, de faire attention, réguler et poser des limites, hein. L'idée, c'est pas de verrouiller ces opportunités économiques, mais de faire en sorte que l'humain reste quand même voilà, au cœur de tout ça. Et de l'autre côté, c'était surtout faire en sorte d'avoir le moins de friction possible dans ce système-là et d'attirer au contraire ces opportunités économiques. Et là-dessus, il y a une vraie cohérence de pensée, notamment de l'Inde et de quelques autres pays du Sud global à nouveau. Et je pense que c'est sur ce sujet-là que ça s'est le plus vu, puisqu'après, sur d'autres sujets, on a poussé des questions de santé mentale au travail, des questions de compétences de la transition écologique. Et par contre, sur ces sujets, c'était pas du tout ce qui s'est passé, hein. Quelques pays en particulier pouvaient avoir des oppositions, mais il n'y a pas eu vraiment un schisme comme ça de toute la table de négociation. Eh bien, merci beaucoup à tous. Donc, n'ayant pas d'autres questions, je pense qu'on peut conclure du coup en vous demandant tous, chacun, en fait, si vous avez un mot justement du coup pour la jeunesse, vous qui l'avez représenté du coup au Y20, est-ce que vous auriez des conseils à donner aux jeunes qui nous ont regardés ce soir? Peut-être Mathilde, si tu veux commencer. Oui, bah moi peut-être de mon expérience, je viens pas du tout d'un monde, enfin comment dire ça, j'ai pas du tout une expérience dans la diplomatie à la base et donc c'était vraiment une découverte pour moi de faire cette expérience. C'était hyper enrichissant et du coup je mesure beaucoup ma chance et pour la petite histoire, moi j'ai postulé 3 fois avant de pouvoir rejoindre ce programme-là. Donc voilà, c'est juste pour dire que voilà, j'ai pas eu du premier coup et que bah, si vous êtes vraiment motivé par ce genre de domaine-là, je pense que ça vaut le coup de persévérer parce qu'au final, c'est vraiment des belles expériences. Et enfin, moi, comme à Pinaya, on a une expérience un peu locale aussi. Donc, c'est pas enfin, moi, je travaille en collectivité territoriale, donc le lien est pas forcément hyper logique ou quoi. Et en réalité, c'est les expériences de terrain au quotidien que j'avais dans mon contexte professionnel qui m'ont vachement nourri mes réflexions portées à l'international. Donc voilà, de dire que aussi, en fait, bon, c'est un peu bateau, mais tout est connecté. Donc voilà. Donc, Apinaya, je t'en prie. Oui, oui. Moi, bah, s'il y avait un message, c'est vraiment, enfin, ça fait un peu une grande publicité pour le service public en général, mais du coup, voilà, enfin, faut pas du tout hésiter à postuler sur cette initiative, sachant que l'année prochaine, ben, le G20 se tiendra au Brésil, donc le Y20 aussi, et le G7 en Italie, donc ça va être encore des, des lieux de rencontre, enfin, là où la voix de la jeunesse peut s'exprimer. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que en nombre numéraire, la jeunesse française nous représente, c'est à peu près 17% de la population. Donc, c'est important que, voilà, que les idées que la jeunesse a, que les idées et surtout les volontés qu'elle a puissent être mises en avant sur des plateformes internationales. Enfin, nous, pour ajouter, on a quand même eu de nombreux rendez-vous politiques aussi à la suite où on parle aussi de notre expérience. Enfin, dans ce cadre-là, Mathilde et moi-même, on avait pu rencontrer le président de la République en juin pour aussi lui parler un peu de nos propositions. Et on était en présence de jeunes qui venaient qui étaient bénévoles à l'UNICEF et de jeunes de l'association One. Donc c'était voilà, c'est vraiment intéressant. Après, on a des rendez-vous aussi avec là bientôt avec la secrétaire d'État à la jeunesse. Donc, enfin, je veux dire qu'on a eu quand même plusieurs endroits. Par la suite, enfin, moi, j'ai pu aller aussi au forum délégué de l'ONU avec Mathilde, du coup, en juillet. Voilà, il y a plusieurs forums. Je crois qu'il y en a d'autres parmi l'équipe qui sont allés sur d'autres
d'autres forums. J'ai même pu faire des forums un peu plus citoyens qui n'étaient pas du tout de calibre international. Par exemple, le G500 citoyen, qui est une initiative citoyenne faite par une maire du 91 qui aujourd'hui porte un peu un G500 citoyen, ça veut dire des propositions qui émanent de la société civile. Donc voilà, enfin, faut vraiment pas hésiter à postuler. Et puis, si quelqu'un a besoin de nous contacter pour savoir comment faire, voilà, par la suite, on sera ravis aussi de pouvoir répondre à ces questions. Voilà. Oui, du coup, Elwin, pardon. Oui, alors ta question, c'est sur des conseils à donner aux jeunes. Euh, bon, mon conseil, ça serait simplement de s'engager, en fait. Ça serait de s'engager pour les valeurs, les idées que vous avez. Je pense que cette énergie-là, bon, c'est quand on est jeune qu'on peut vraiment y mettre l'intention derrière ces valeurs-là qu'on souhaite pousser. Et je pense qu'il y a beaucoup de formats, beaucoup de manières de le faire. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus le cas avec les moyens de communication qu'on peut avoir. Le Y20, c'est un format parmi tant d'autres. Je pense qu'il y en a qui sont aussi beaucoup plus impactants. Voilà, je pense que ça se fait aussi à travers son métier. Moi, c'est ce que j'ai choisi de faire. Je ne vais pas en parler plus que ça, mais disons que les questions d'engagement climatique, environnemental, c'est ce qui m'a mené dans le spatial à travailler sur les sujets que je traite en ce moment. Donc voilà, il y a énormément de façons d'agir, que ce soit en externe, on va dire, éventuellement en tant qu'activiste. Et je prends une définition très large, je pense que c'est absolument nécessaire, et aussi en interne, dans l'industrie, dans l'administration, etc. Et c'est deux modes d'action qui se répondent et qui donnent à chacun les leviers d'agir. Donc, simplement s'engager et voilà. C'est le seul conseil que j'ai à donner. Merci beaucoup. Arlo? Oui, pas grand-chose de plus. Non, je dirais être curieux, être curieux euh, juste, enfin, ne pas reculer devant la complexité du monde. Et les questions sont jamais simples. On le voit, on le voit avec ce qui se passe au Proche-Orient, on le voit avec ce qui se passe en Ukraine. Voilà, le monde, c'est quelque chose de compliqué il y a souvent pas de réponse dans tous ces domaines internationaux. Mais moi, j'ai l'impression que plus j'étudie ces questions, moins j'en sais en fait. Mais il faut pas que ça fasse reculer pour autant. Et voilà, être curieux, que ce soit par les langues, les cultures, même faire des choses complètement différentes. Voilà. Merci beaucoup. Tara, je fais sa parole. Oui, bah, je rejoins totalement ce qui a été dit par mes co-délégués. Je voudrais souligner aussi le fait qu'il n'y a pas de profil type pour s'engager, et y compris au Y20. Donc, on a souligné l'importance de l'apprentissage des langues quand on a parlé de l'INALCO, mais chacun a des atouts différents qu'il peut mettre en avant. Le profil d'Elwin l'illustre très bien. Je pense on a besoin de jeunes scientifiques qui s'engagent aussi. Il y en a beaucoup. Et voilà, ne vous fermez pas de porte, même si vous n'avez pas forcément une connaissance géopolitique énorme sur le pays d'accueil. Bon, voilà, ce n'est pas un prérequis. Je ne sais pas du tout si dans le public on a des jeunes qui seraient intéressés, mais n'hésitez pas, voilà, de toute manière à partager cette opportunité. Le Y20, il y aura un recrutement l'année prochaine aussi pour le Y20, le Y7. Donc voilà, si vous avez des jeunes dans votre entourage qui sont engagés et qui aimeraient vivre cette belle expérience, bah, je le recommande totalement. Et si vous vous intéressez de toute manière intéressé par le Y20 ou pas, enfin, pour rejoindre le Y20 ou pas l'année prochaine, vous pouvez en tout cas retrouver notre travail que nous avons fait cette année sur le site y20india.com. Vous aurez tout le texte du communiqué et d'autres ressources également qui avaient été mises en ligne par la présidence indienne. N'hésitez pas à aller consulter aussi le site de l'Institut Open Diplomacy pour justement vous tenir au courant des activités des jeunes délégués et du processus de recrutement. Et voilà, engagez-vous au niveau local, au niveau international, faites des choses. On peut tous avoir une voix et j'espère que ceci ressortira
de cette belle conférence. Je remercie encore une fois les Forums France 1 de nous avoir donné la voix, parce qu'on a trop peu de plateformes en tant que jeunes. Le Y20 en est une, cette conférence ce soir en est une autre. Merci énormément. Merci du coup beaucoup à vous cinq. Du coup, voilà, comme ça a été dit, s'il y a des jeunes qui sont parmi nous, n'hésitez pas en fait à nous recontacter sur différents réseaux, que ce soit notamment LinkedIn, nous contacter du coup pour avoir des informations sur le Y20 ou alors même du coup sur les études à l'INALCO voilà, par lesquelles nous avons introduit cette conférence. Donc, merci beaucoup à vous cinq pour tous ces retours d'expérience du REC 20 ou alors d'expérience d'études. Merci encore une fois du coup au Forum France Inde, comme l'a dit Tara, de nous avoir donné cet espace de parole et de conversation avec vous. Merci du coup de nous avoir écoutés pendant ces 1 heure et demie de discussion. Tous les webinaires du coup des Forums France Inde, vous pouvez les retrouver sur leur site et notamment sur YouTube. Sur le site, vous pourrez trouver aussi des analyses, des articles. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter mensuelle aussi qui est toujours très intéressante. Donc, merci à vous tous et je vous souhaite à tous une bonne soirée.